Dans la banlieue de Charleroi, des agressions sur des chauffeurs de bus ont abouti à la fermeture d'une quinzaine d'arrêts. Alors pourquoi ces quartiers chauds sont-ils oubliés par le service public? Comment lutter contre ce type de délinquance? Connaît-on ces petits caïds qui se livrent au vandalisme et à la violence? Et puis aussi, qu'en est-il dans les métros à Bruxelles? Les invités ce dimanche, Robert, ex-conducteur des TEC, il a démissionné. Il nous expliquera pourquoi. Il nous expliquera aussi pourquoi il témoigne caché. Karine, conductrice de bus TEC à Charleroi. Thierry Marchandise, procureur du roi de Charleroi. André Macchini, lui aussi, est chauffeur de bus. Pierre Magnin, premier substitut au parquet de Charleroi. Grégory Manès, il fait partie d'un groupe de jeunes, notamment d'un groupe de rap. Marcel Dargent, bourgmestre d'Essauprel, PS. Fabrice Minsard, bourgmestre de Farciennes, PS également. Gérard Monceux, président du conseil d'administration du TEC Charleroi. Patrick Guierch, il est délégué CGSP, mais il est chauffeur depuis plus de 25 ans au TEC. Alain Floch, administrateur directeur général de la STIB. Didier Staumont, il est contrôleur trafic à la STIB. Il a été agressé comme conducteur, il nous racontera. Achille Verkoren, directeur de la maison des jeunes, les Castors. Nous sommes bien entendu en direct, vous pouvez nous adresser vos SMS et vos mails. Une question pour notre consultation téléphonique. Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans les transports en commun? Vous pouvez répondre au 0905 56 600. Alors tout d'abord, Robert, bonjour. Bonjour. D'abord, vous pouvez peut-être expliquer pourquoi vous avez demandé d'être caché, parce que bon, vous n'avez franchement rien à vous reprocher. Pourquoi vous voulez témoigner caché? Vous avez peur de quoi? Mais premièrement, les représailles ne sont pas rares quand on exerce ce métier-là. Oui. Et pour d'autres raisons personnelles aussi que je préfère ne pas divulguer à l'antenne. Donc vous avez peur que votre témoignage suscite des représailles dans votre quartier par des jeunes? Oui, oui. Alors, Robert, question simple. Pourquoi, à un moment donné, avez-vous démissionné des TEC? Parce que vous étiez chauffeur. Pourquoi? Tout d'abord, j'ai travaillé plus ou moins 9 mois au TEC. Bon, il m'a fallu moins que ça pour me rendre compte de ce que c'était comme travail. Oui. Et il arrive un moment où j'ai pété les plombs, j'ai pas tenu le coup, quoi. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que vous subissiez? J'ai reçu en toutes 3 agressions. Quel genre? Tout simplement, vous demandez à quelqu'un, vous demandez à un jeune qui monte dans le bus, son abonnement, ça c'est déjà trop, quoi. C'est déjà dangereux à la limite. Pas avec tout le monde, mais avec certains. Oui. Il faut bien se dire qu'un chauffeur de bus n'a pas que la tarification à gérer, il a tout d'abord la conduite. Et bien souvent, moi je pense que la conduite du bus est perturbée à cause de tout ce qui se passe autour. Parce qu'il doit surveiller et oui, bien sûr, il y a la circulation aussi. Oui. On ne peut pas se permettre d'écraser les gens pour s'occuper des voyageurs non plus. Oui. Donc, violence verbale, quoi d'autre? Vous avez subi d'autres choses? Verbale, et j'ai eu une fois une menace qui n'a pas abouti, mais qui aurait pu. Oui. On m'a menacé de m'attendre un arrêt plus loin, à plusieurs, et on m'a fait le geste. Oui. Voilà quoi. Toujours les mêmes? C'est souvent les mêmes, oui. Malheureusement, et à cause de... Quel âge? Pardon? Quel âge? Ça se situe entre 13, 16, 17, parce qu'une fois arrivé à un certain âge, ils savent bien que si on les prend sur le fait, ils risquent des peines quand même un peu plus lourdes que quand ils sont adolescents. Donc finalement, quoi. vous n'avez pas tenu le coup? Non, non, pas vraiment, non, non. Karine, alors vous êtes toujours au TEC, vous tenez toujours le coup? Il faut bien. Déjà de Vous un. entendez le témoignage de votre ex-collègue? Ouais. Est-ce que le vôtre va dans le même sens? C'est tous les jours. C'est tous les jours, ça. C'est quotidien. Qu'on ne monte pas son abonnement, ça, c'est tout le temps. Qu'on ne dise pas bonjour, qu'on nous insulte, c'est couramment. Et on vous insulte pourquoi? Enfin, Parce qu'on freine trop fort, ou parce qu'on freine pas assez, ou parce qu'on ne va pas assez vite. Donc c'est un métier stressant, notamment à cause de cette agressivité latente? Ah oui, aussi bien dans le bus que les conducteurs qui voyagent à côté, quoi. Oui. Donc. Monsieur Macchini, même question. Quel est votre quotidien de violence? Mais le quotidien de violence, c'est un peu tous les jours, que ce soit physique ou alors par verbal. Mais il faut bien se rendre compte que
Les jeunes deviennent de plus en plus jeunes pour être agressés. Ça veut dire que même à 10, 11 ans, 12 ans, ils commencent déjà des agressions. Et c'est des gens qui sont sujets à devenir adultes, je crois. J'espère du moins. Bon, moi je dis toujours qu'il y a quand même des responsabilités vis-à-vis des parents. Ces responsabilités-là, je crois qu'on doit les mettre en fonction parce qu'il manque un manque de justice vis-à-vis des agressions, quoi. Oui. Vous avez subi quoi, vous J'ai eu 2-3 agressions sur 12 ans que je suis à Hautec. C'est-à-dire qu'ils ont cassé les vitres latérales et éventré les sièges. Ça fume dans les bus. Quand ça fume, par exemple, vous n'osez rien dire? Je demande qu'ils éteignent leurs cigarettes, que c'est interdit de fumer dans les bus. Ils le savent très bien, mais... Et ils obéissent? Il y en a certains qui obéissent. Par contre, d'autres en ont rien à cirer de ce qu'on leur demande, quoi. Oui. Monsieur Guierch, alors vous êtes un vieux conducteur, 25 ans, c'est pas mal. Vous êtes aussi délégué syndical. Vous avez tenu le coup. Vous comprenez que Robert, au bout de 9 mois, il ait pété les plombs C'est un problème qu'on rencontre, notamment au TEC, où je me trouve, c'est qu'on s'aperçoit que les jeunes qui rentrent, enfin j'appelle les jeunes, qui rentrent à la société, eh bien, partent souvent à cause de ces problèmes au niveau travail, quoi. Oui, parce que c'est pas votre métier d'aller faire la police dans le bus. Lentement dans cette violence gratuite. Mais on a assez bien de jeunes qui, au bout de 5-6 ans, même plus tôt quelquefois, on a le cas ici, eh bien les gens partent parce que le métier il n'est plus supportable pour eux. Donc cette agressivité, cette violence, on l'a dit, ces refus de montrer, mais est-ce que ça va parfois plus loin? On a déjà eu des cas très très durs. Hein. On a eu 2 cas qui ont été jugés à Charleroi et en appel, on a cassé le jugement. Donc ça c'est vrai aussi qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Oui. Mais alors, bon, là maintenant, il y a des arrêts où il n'y a plus de bus, déjà depuis 15 jours. Oui. Donc c'est quelque chose de fort, puisque les usagers, évidemment, ils en subissent les conséquences. Donc, en 2 mots, pourquoi vous ne voulez plus aller dans ces quartiers? Pourquoi? Parce que les gens se sentent en insécurité complète. Quand vous avez le service de contrôle qui vient, bien sûr que tout est mis enfin, on met le maximum en place, mais les contrôleurs, les vigilbus n'ont aucun pouvoir. Donc, comment voulez-vous qu'au sein du TEC, sans avoir les autorisations nécessaires pour pouvoir, ne serait-ce que de maintenir les agresseurs quand on tombe dessus, comme il s'est passé par exemple dans le métro il y a une quinzaine de jours, où un conducteur de métro a ramassé un coup de poing, parce qu'il demandait simplement un titre de transport. Oui. Donc c'est courant, hein, il ne faut pas croire. Hein. André Macchini et Karine, qu'est-ce qui fera que vous accepterez de nouveau d'aller dans ces quartiers? Puisque pour l'instant, c'est toujours non. Qu'est-ce que vous voulez qui change, là, pour la semaine prochaine, pour retourner, pour reprendre votre boulot? Votre boulot sur ces lignes-là. Bon, bien sûr, hein, retourner sur le terrain, il faut voir déjà l'avis du personnel, parce que ce n'est pas nous autres qui allons prendre les décisions requises. Mais vous, si vous allez, vous, sur ces lignes-là? De toute façon, il faut bien se rendre compte qu'il y a, à part les gens qui qui cassent les bus ou les pavés ou nous insulter, il y a les personnes qu'on côtoie tout le temps. C'est tout des personnes assez âgées, principalement, qui n'ont que ça. Donc, il faut trouver le juste milieu et bon, il n'y a pas que nous. On est 96 à voter pour la semaine prochaine. Bon, c'est qui tout double. Hein. Si on repasse et qu'il y a de nouveau des problèmes, ça peut être pire. Hein. Oui. Alors, monsieur Gérard Monceux, vous êtes le président TEC Charleroi. Alors, vous entendez ces témoignages. Réaction? Non, absolument, nous sommes tout à fait sensibles. Je dirais même, le précédent conseil d'administration avait déjà pris une série de mesures pour justement endiguer le phénomène qui est apparu à l'horizon des années 90 et qui n'est pas propre à la région de Charleroi, parce que je crains malheureusement que cela se produit aussi bien, j'entends mon collègue bruxellois, mais ça se passe également sur le réseau de l'Aisne ou dans d'autres endroits. Et même, je dirais que c'est un phénomène qui touche peut-être l'Europe occidentale dans son ensemble. Donc il faut garder raison, mais je trouve évidemment, et je suis de tout cœur avec mes chauffeurs, en ce sens qu'il est vraiment scandaleux, me
semble-t-il, de s'en prendre à la dignité de l'homme, et plus particulièrement des individus qui accomplissent une mission d'intérêt public. Vous avez déjà été vous-même dans ces bus, sur ces lignes? Pas particulièrement sur le bus, mais je suis déjà allé dans le métro, puisqu'en arrivant à la présidence de la TEC, j'ai appris à conduire le tram. Oui. Mais donc, vous entendez de ces témoignages, vous entendez le témoignage de Robert qui est parti des TEC parce qu'il en avait vraiment ras-le-bol. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que bon, s'il n'y a rien de proposé, pourquoi est-ce qu'il reprendrait le boulot s'il n'y a rien en plus? Non, continuons. Parce qu'il risque d'avoir même encore plus d'ennuis après. Donc là, je compte évidemment sur la sagesse parce que la dernière intervention est tout à fait pertinente. Il convient absolument de garder le lien social, puisque nous devons accomplir un service public de premier ordre. Oui. Néanmoins, nous devons le faire dans de bonnes conditions. Pourquoi vous ne mettez pas des contrôleurs, un contrôleur sur ces lignes-là, qui puisse justement demander les abonnements ou éventuellement que le chauffeur puisse conduire, quoi. Nous quittons un peu le domaine de ce débat puisque là, évidemment, il faut qu'il soit protégé par la loi et c'est une réflexion qui pourrait effectivement voir le jour dans notre pays tant sur le plan fédéral que sur le plan de la communauté française et j'ai d'ailleurs pris des contacts avec 2 députés de ma région pour que justement les syndicats puissent les rencontrer, faire part de leur observation. Il y a toute une réflexion qui doit évidemment s'enclencher. Mais qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour qu'ils reprennent le travail? Qu'est-ce que vous êtes prêt à leur donner? Bien mesurer les mécanismes. Ainsi, par exemple, au travers de mes auditions et de mes contacts avec les délégués, j'ai été informé que, par exemple, lorsqu'il y avait le dispatching qui était averti d'un problème, assez curieusement, la police de Farciennes n'était pas informée du fait. Si bien que statistiquement, il y a là un problème qui pourrait se poser, et de même, il n'appartiendrait pas, mais toujours sous réserve de vérification plus approfondie, il n'appartiendrait pas au dispatcher de juger de la pertinence d'un appel et, en conséquence de quoi, donner le suivi qui est nécessaire. Oui. Et alors puisque nous avons effectivement un service qui fonctionne 24 heures sur 24, je vous en prie. Moi, je veux bien... Enfin, je vous crois bien volontiers, mais hier, j'ai roulé sur cette ligne, à problème, il y en avait 20. Moi, je ne les ai pas vus, mais je sais bien que celui... Non, 20 jeunes qui traînaient dans Farciennes. Oui. Je ne sais pas si c'était ceux de Ternier, ou ceux de Panama, peu importe, mais enfin, ils étaient quand même 20. Moi, je ne les ai pas vus personnellement parce que moi, j'allais dans le sens contraire, donc on m'a prévenu, j'avais les vigiles. On a appelé pour pouvoir avoir la police. On nous a dit au dispatch exactement ce que je vous dis, c'est qu'il fallait attendre qu'ils fassent quelque chose pour avoir la police sur place. Et c'est la police de quoi? De Farciennes. De Farciennes. Farciennes, c'est M. Minsard. Oui, mais c'est plutôt la zone, puisque c'est la zone ESO, Châtelet, Farciennes. Oui, oui. Mais donc voilà cet exemple-là, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Alors, vous, en tant que bourgmestre, est-ce que vous n'êtes pas aussi responsable de la sécurité de votre commune? Si, et d'ailleurs, on a pris nos responsabilités, notamment avec monsieur Dargent, dès les événements, de réunir les dirigeants de la TEC, les syndicats, la police et les responsables de zone. Oui. Et nous avons souhaité automatiquement mettre sur la table des actions qui visaient notamment à avoir un appui policier, donc des équipes de sécurisation qui accompagnaient les bus, surtout dans les plages horaires où les problèmes se posaient. Oui. D'une autre manière, nous avons effectivement souhaité qu'il y ait cette liaison au niveau de la communication avec le dispatching et également poser la possibilité d'avoir un appui fédéral pour des actions plus ponctuelles. Oui. Mais que peuvent faire... Parce que bon, on a reçu énormément, cette semaine, on a eu beaucoup de gens au téléphone. Alors je vais vous dire quelque chose qui est revenu souvent. La plupart des gens disent, on connaît ces caïds, entre guillemets, on les connaît. Est-ce que c'est vrai d'abord? Est-ce que vous les connaissez? Certains sont connus des services de police. Monsieur Dargent? Oui, certains sont connus, bien sûr. Sont connus? Oui. Tous sont connus. Mais et alors, s'ils sont connus, pourquoi pas craque dedans, alors? Pour revenir à ce que madame disait, 20 jeunes, ça ne veut pas dire que ce sont 20 caïds, je m'excuse beaucoup. Moi, je dis que des lanceurs de pierres, il y en a, c'est vrai, la preuve est là, mais il y en a peut-être 4 ou 5, il y a des meneurs. Vous les connaissez? Moi, j'en connais au moins quelques-uns, ça se tue. Et alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Nous avons, comme M. Minsard le dit, nous avons renforcé les patrouilles de police. Nous avons mis des policiers en civil dans le bus. Il y a eu un incident à Châtelet il y a quelques jours. Le chauffeur est entré en contact avec le dispatching. 5 minutes après, la police était là. L'auteur a été
arrêté, il a été conduit au parquet, il a passé une nuit à l'Amigo et il sera poursuivi. Ah, donc ça c'est finalement à cause de leur grève, entre À guillemets. cause que le dispatching a fonctionné, hein, parce que je vous signale que le dispatching, il avait été mis en route fin 2001. La première grosse réunion qu'on a eue à l'époque, parce que ça commençait à dégénérer, c'était à cette époque-là. Monsieur Dargent, Monsieur Minsard, si vous connaissez ces jeunes, pourquoi vous ne convoquez pas les parents alors pour leur tirer les oreilles? Enfin, je sais pas, un bourgmestre d'une petite commune peut faire ça, non? C'est pas à nous à entreprendre ce genre de démarche. Vous rêvez, hein? Quoi? Vous rêvez, ce sont des gens qui sont en marge de la société, ils ne sont pas nombreux. Enfin, on aura certainement des témoignages tout à l'heure qui le prouveront. Donc vous ne pouvez rien faire. Comme bourgmestre, ces gens-là, ils méritent d'être punis. pourquoi ils ils ne connaissent que Et cela. pourquoi ils ne le sont pas? Ben, moi, je ne peux pas les punir. Hein. Oui, d'accord, mais alors qui peut les punir? Si la police vient pas, si vous n'êtes pas assez nombreux, vous les connaissez. Monsieur, Oui. on a eu une réunion à Farciennes, donc il y a une bonne semaine. Une des décisions qui avait été prise, en plus de celle que M. Minsard a citée, c'était de rencontrer le parquet. Nous sommes allés au parquet vendredi passé, donc pas avant-hier, le vendredi avant, à 16h. Nous avons rencontré le premier substitut. Les chauffeurs sont sortis avec la certitude, la promesse ferme que les auteurs identifiés, connus pour le fait précis, seraient poursuivis. Oui. Monsieur Magnin, vous... C'est Monsieur Magnin que vous avez rencontré? Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Effectivement, c'est ce que nous avons dit. C'est une ancienne politique du parquet puisque notre conduite est régie notamment par des directives ministérielles. Et dès 1999, on s'est préoccupé du problème. C'est une priorité gouvernementale que de poursuivre les responsables de violences dans les transports en commun. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous faisons. On vous a parlé d'un fauteur de trouble interpellé le 8 janvier. En fait, c'est une personne qui a porté un coup à un chauffeur de bus. La police est intervenue immédiatement. On a eu le dossier. Cette personne a passé, comme on vous l'a dit, la nuit à l'Amigo. Il était mené au parquet. On a saisi un juge d'instruction. Le dossier est bouclé. Et dans un délai d'environ un mois, cette personne sera poursuivie. L'intérêt de ce dossier, quel est-il? Mais on a un auteur accusé de faits précis. On a un dossier précis à sa charge qu'on peut soumettre valablement à un juge. Aller dire à un juge, regardez, cette personne, c'est un fauteur de troubles connu. On vit dans un État démocratique, on n'a aucune décision sur une base pareille. Il faut des éléments précis. Bien sûr, oui. Hein? Mais la police pourrait les surveiller davantage s'ils sont connus. Ça me semble plus simple, si on sait qui c'est, d'aller les surveiller. C'est ce que la police fait, mais nous, on s'est engagé à poursuivre, nous, dans l'hypothèse où nous avons un dossier qui tient. Très bien. Avant d'interroger M. Marchandy, j'aimerais me tourner vers un jeune, M. Manès. Alors bon, justement, en disant, bon, les jeunes de ces régions, etc., vous vous sentez finalement un peu visé, alors que, bon, ben, qu'est-ce que vous avez envie de dire dans ce débat? Visé, pas directement. En tant que mais jeune, quoi, entre guillemets. En tant que jeune, ça nous touche parce qu'en fait, on est des jeunes, mais on a d'autres ambitions. Oui. Je veux dire, on n'est pas tous mauvais, les jeunes. Enfin, moi, ce que je représente, c'est des jeunes qui ont des projets constructifs et tout. Et le problème qui se mène à nous, c'est que nous, on comptait faire un festival le 10 avril, un grand festival de multi-influence, qui s'étalait en 3 jours. Comment vous avez dit, multi-influence. Et on espérait que la tech nous donne un coup de pouce en faisant des trucs de nuit pour les gens qui ont rétrobu, qui connaissent pas la région. Ça tombe mal, là. Voilà, et ça tombe mal. Et en plus, vous les comprendre aussi, vous les comprenez. Ouais, je comprends entièrement. D'ailleurs, même nous, ça nous touche aussi, parce que, indirectement, moi, je prends plus le bus maintenant, parce que j'ai eu un accident et tout, mais même les vieilles personnes qui habitent les eaux et tout, c'est pas vivable non plus pour eux. Mais vous les connaissez aussi, ces quelques jeunes? Non, je les connais pas. Allez. Enfin, si, je les connais, pas de nom, mais d'après ce que j'ai entendu... Il n'y a pas moyen de dialoguer avec eux, il n'y a pas moyen de les intégrer dans votre groupe. Qu'est-ce que vous faites finalement, vous, en tant que jeune, pour que ça change? On organise des soirées pour divertir un peu les jeunes, parce qu'ils se plaignent qu'il n'y a jamais rien. Et ici, c'est l'occasion de... Justement, on va faire un festival pour que les jeunes viennent. Oui. Et voilà, c'est ça, quoi. Oui, monsieur Marchandise. Alors bon, vous avez entendu, il y a pas mal de mails, je vais en prendre quelques-uns, et de SMS. Qu'est-ce que peut faire un procureur du roi à Charleroi devant cet exemple bien précis? Un procureur du roi tout seul ne sait rien faire, c'est clair. Et nous sommes une équipe. Monsieur Magnin l'a bien dit. Je pense que la part que la justice prend dans cette affaire, elle est prise
pour des affaires où les auteurs sont bien identifiés. Mais je pense que clairement, nous sommes devant un phénomène de société. M. Monceux l'a très justement dit, ce phénomène ne touche pas que la région de Charleroi. Il y a des problèmes au TEC Liège-Verviers, il y en a en Flandre, à Bruxelles, on va y venir. Oui. Il y en a à Bruxelles, mais il y en a en France aussi. Et je pense que la solution, c'est d'un travail de partenariat. Autant les maisons de jeunes peuvent être utiles pour expliquer un certain nombre de choses aux jeunes, autant les chauffeurs ont une part aussi. Et je pense qu'il y a des idées intéressantes d'essayer de ne pas obliger le chauffeur à être en plus en encaisseur. Il a déjà la route. Mais ça coûte plus cher. C'est possible que ça coûte cher. Mais il y a une série de métiers aujourd'hui qui sont difficiles. Les chauffeurs de taxi ont aussi des difficultés. Il y a eu aussi des agressions récemment. Et le métier de policier, je dirais que l'actualité de Charleroi nous laisse un peu pantelant devant l'intervention d'un policier qui a, au risque de sa vie, perdu la vie dans un problème de conflit conjugal qui n'était pas extrêmement grave au départ. Monsieur Marchandy, si je vous comprends bien, vous trouveriez pas mal qu'il y ait quelqu'un d'autre dans le bus et que le chauffeur, lui, il puisse conduire. Ah. Mais ça, c'est une idée de mon voisin, je vais lui laisser... Oui, non, en fait, je me suis rendu en Italie pour mes dernières vacances et j'ai vu que dans le bus, on n'encaissait plus. Les gens qui ont un abonnement, ceux qui ont une carte, et ceux qui veulent un ticket, dans les grands arrêts, il y a une petite machine. Ils vérifient même pas l'abonnement. Pardon? Ils vérifient pas l'abonnement. C'est plus leur devoir, et ça n'empêche pas aux voyageurs qui montent de dire bonjour ou pas au chauffeur. Oui, il y a M. Floge qui n'est pas d'accord, là. Mais non, je veux simplement vous faire part de l'expérience. J'ai la chance de connaître le patron des grands réseaux italiens, des grands réseaux allemands qui ont fait ce choix-là, et ils le regrettent amèrement. Parce qu'en déshumanisant le bus, on a transformé ces bus en des lieux très dangereux, parce que justement, il n'y a plus de présence. Il n'y a plus de contact. Et donc, au contraire, pour pacifier, il faut, au contraire, ce contact avec probablement d'informations pour les chauffeurs, pour apprendre à calmer le jeu, à ne pas agresser, parce que parfois, il y a des agressions qui sont le fruit simplement de la montée des tempéraments. Alors, Monsieur Marchandise, qu'est-ce que vous comptez faire dans les semaines, les mois qui viennent? Je pense qu'il y a deux choses qui doivent être faites. La justice doit travailler en temps réel sur les agressions graves, et je pense qu'elle le fait, en tout cas à Charleroi, avec les moyens que nous avons, c'est une de nos priorités. Mais il y a une idée qui vient de Valenciennes, donc c'est quand même pas tellement loin, qui est de travailler à la fois sur ce premier volet, le tribunal des flagrants délits en France, et nous, les procédures accélérées, et nous les utilisons, M. Magny a donné un exemple, mais l'autre travail, et je pense que c'est ça que les chauffeurs de bus souffrent terriblement, c'est toutes les petites incivilités, les petites agressions, les bras d'honneur, et en France, ils ont mis... les menaces. Et en France, ils ont mis au point des procédures concernant les incivilités, où il y a des délégués du procureur qui travaillent toutes ces questions-là. Et notamment la réparation, je pense les TAC par exemple. Il y a en France, à Valenciennes, dans ce projet pilote, il y a l'obligation pour le tagueur de venir repeindre le bus. Mais je pense que ça... À condition qu'on l'attrape. À condition qu'on l'attrape. Mais comme ils ont en France ce qu'on appelle des délégués du procureur qui peuvent travailler sur ces dossiers-là, sur d'ailleurs dénonciation des chauffeurs de bus, ça me paraît un projet intéressant. Et on va essayer de faire un projet pilote dans la région de Charleroi et de Mons là-dessus. Monsieur Dargent, vous m'avez dit tout à l'heure, ça m'a frappé, ce sont des familles qui sont vraiment, vous avez l'air de dire, marginales. Oui. C'est un peu pessimiste, ça. C'est-à-dire que là, vous êtes devant une situation... et vous ne pouvez pas faire grand-chose. Enfin, ou bien je vous ai mal compris. Non, on a essayé de faire quelque chose avec ces gens-là. On les connaît, donc on a essayé. Vous ne pouvez pas les surveiller davantage. Mais ça ne dure pas longtemps. Ils sont vite repartis. Repartis? Oui, ils sont vite repartis à leurs méfaits. On avait des problèmes avec eux autour de l'administration communale. Donc les jeunes de la jeunesse les a pris. On a essayé de les faire collaborer avec la JS turque. La JS turque, c'est un club de football qui est à 50 mètres de vol d'oiseau de l'administration communale. Ça a duré pendant 3 semaines, 1 mois maximum. Or, il y avait là-dedans des jeunes d'origine turque, donc ils étaient dans leur élément. Mais ça n'a pas marché. D'ailleurs, croyez bien qu'ils ne font pas que lancer des pierres contre les bus, ils font autre chose aussi. Alors, je vous propose un témoignage que nous venons d'avoir. Arrêtons de dire que la police ne se déplace pas. Je suis policier dans la zone désignée. Je peux vous dire que notre action est directe. Nous avons placé des policiers dans les bus. Un jeune a été arrêté suite à une agression à Châtelet. Nous faisons le maximum pour aider les chauffeurs. Nous sommes régulièrement sur la ligne. Alors ne dirigeons pas le débat vers la responsabilité des policiers. Nous faisons ce que nous pouvons. Tout à fait. Voilà. Tout le monde est d'accord? Tout à fait. Oui, tout le monde est d'accord. Maintenant qu'ils n'ont plus de bus à se mettre sous le pavé, ils se mettent des voitures sous les clous. La carrosserie de ma voiture a été complètement zébrée dans la nuit de vendredi à samedi. Je les comprends tout à fait. Un autre témoignage, on n'est plus bien protégé, la police n'a plus les moyens, ni même l'autorisation de faire régner l'ordre correctement.
Réaction par rapport à ce témoignage? C'est ce que je vous disais il y a un instant. Je pense qu'il ne faut pas envisager la solution d'un problème de société uniquement par la voie répressive. Je pense que le projet de Valenciennes, je reviens à ce projet de Valenciennes, mais les petites incivilités qui sont à la frontière du droit pénal, celles-là doivent être gérées. Et M. Dargent dit à juste titre, il faut que ce soit en permanence. Et il faut savoir qu'à Valenciennes, 80% des dossiers de ces petites incivilités finissent par une indemnisation, une réparation. Il n'y a que 20% des affaires, des petites affaires comme ça, qui vont devant le tribunal de police. Et donc ça, c'est le but, c'est la perspective que vous avez envie de... C'est une perspective que je vais proposer au procureur du roi de Mons et de Tournai. Un autre mail. Pourquoi ne pas installer des caméras de la taille, par exemple, d'un Rivet qui permettrait une surveillance sur les bus à risque? De toute façon, les caméras, on en a. Oui. Et qui est caméra ou qui est vigile, moi j'ai déjà eu des problèmes que les deux vigiles étaient là. Ils s'en foutent. Attends, ils s'en foutent qui? Tout, mais les gens. Avec des vigiles? Oui. Mais les caméras, ils peuvent avoir une preuve quand même. Tout le monde s'en fout. Vous savez, les dossiers que nous on fait sur tout le quartier, il y en a des tonnes. Hein. Oui. Je crois qu'ils ne se rendent pas compte de ce que ça peut provoquer. Parce que maintenant, ça va encore, mais lorsque le pavé va venir vraiment blesser quelqu'un, s'il y a un tué ou quoi, ça va faire quoi à ce moment-là? Je ne pense pas qu'ils se rendent compte vraiment. Vous savez, il y a Qu'est-ce que vous auriez envie, Karine, de leur dire? Il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent ce midi. Qu'est-ce que vous aurez envie de leur dire, là, les yeux dans les yeux? Écoutez, moi, j'ai déjà... Celui qui est passé à la télé, je ne sais plus comment il s'appelle, il est déjà venu me parler. On s'est parlé avec eux quand ils sont 1 ou 2. Mais une fois qu'ils sont 15 ou 20, c'est terminé. Hein. Oui. Il y en a un qui remonte l'autre. Et je vois Grégory Manès, vous êtes d'accord? Ouais. Mais, c'est une question pas de bande, oui. Les jeunes, en groupe, c'est toujours plus difficile. Ils sont toujours plus dissipés que quand ils sont seuls. Et le fait, c'est qu'il faut les prendre en groupe, au sein de l'institution, je sais pas, des maisons de jeunes ou quoi, et leur donner un truc justement à ces jeunes-là. Pour ne pas qu'ils soient tentés dans la délinquance ou casser des bus. Si le temps qu'ils cassent un bus, le type il est occupé soit sur un PC ou, je sais pas moi, jouer au mini-foot ou au basket, je sais pas, n'importe quoi, mais il faudrait les occuper. Ce sont des activités évidemment préférables de loin. Monsieur Verskoor, alors justement, vous êtes directeur d'une maison de jeunes. Voilà, Quel est votre regard? On a parlé de beaucoup de jeunes, de maisons de jeunes, etc. Et je voulais effectivement apporter un élément quand même significatif. On a parlé des jeunes chauffeurs, on a parlé des jeunes, et on imagine, ou en tout cas, on met le terme de délinquance avec une étiquette de délinquant aux jeunes. Et là, je dis, il faut quand même très attentif et très prudent là-dessus, puisque le mot jeune est déjà apparu plusieurs fois, je pense, ici, et que cet amalgame-là, je pense qu'une maison de jeunes, en tout cas, comme la nôtre, les Castors, on a du mal à supporter. Et j'entends donc Grégory qui le dit à son tour. Je pense que nous avons effectivement, nous, un travail important, qui est d'abord culturel, mais qui est social également. Et ce travail-là, justement, produit des émules. Il y a quand même une effervescence tout à fait positive. Et cette effervescence positive, là-bas, ne demande, comme on vient de le dire maintenant, qu'à produire encore ses effets. C'est un peu facile à dire, mais ce que je veux dire ici, c'est que quand on parle de partenariat, de synergie, eh bien, c'est des choses qu'un centre de jeunes a peut-être du mal à rencontrer. Et qu'il y a beaucoup de services de la jeunesse qui existe et que ces services-là devraient peut-être se développer en maillage parce qu'il y a des réponses à apporter. Monsieur Verskoor, une question peut-être un peu naïve, mais pourquoi vous, qui avez quand même une certaine expérience, vous n'essayez pas d'aller parler à ces jeunes et de les intégrer dans votre maison? Mais c'est des choses qui sont entreprises. Ces jeunes, jeunes globalement, parce que c'est un peu le terme qu'on veut utiliser maintenant, en tout cas, c'est plutôt de troubles. On en connaît quelques-uns également, avec qui j'ai déjà tenté personnellement, les collaborateurs avec qui je suis. Mais je crois qu'il y a une émulsion, il y a quelque chose qui peut peut-être prendre. Hein. On est peut-être dans les prémices, ça ne veut pas dire qu'on doit maculer et oublier maintenant les méfaits. Mais je veux dire, la sauce pourrait prendre. Et je parle des parents. Les parents, ces jeunes, finalement, ils ont des parents qui se fichent d'eux. Je pense que leur autonomie est marquée depuis belle lurette et donc les parents eux-mêmes sont parfois peut-être impuissants devant ça. Mais je veux vraiment qu'on sache que ces jeunes-là, ceux qui mènent parfois la danse et les troubles, mais je pense qu'il y a des choses qu'ils peuvent encore faire. En tout cas, il ne faut pas laisser tomber les bras, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas dire voilà c'est fini, c'est merci, vive la répression. Je pense qu'il y a encore des choses à faire, il ne faut pas surtout s'épuiser. Et que ça doit marquer évidemment des points, parce que c'est bien de le dire, mais il faut évidemment que ça marque des résultats. Et ce travail-là, avec les jeunes, ce qu'il est en train de dire ici maintenant, c'est quelque chose qui produit des effets. Il y a quand même plusieurs centaines de jeunes qui viennent nous rencontrer, et il y a des tas de projets, à la fois philanthropiques, intelligents, culturels qui se développent, et que ces jeunes-là viennent voir ce qui se passe. C'est ces jeunes
qui mettent des trous, qui font le trou, viennent voir ce qui se passe. Et il y a peut-être moyen de les prendre avec nous, en tout cas. Alors, un message de quelqu'un qui dit travailler à la justice. Je travaille à la justice et vous pouvez me croire, elle est trop laxiste avec les crapules. L'insécurité est en hausse, quoi que disent les politiques. M. Marchandise, une petite réaction peut-être. On entend souvent que la justice est laxiste. Est-ce que c'est vrai, pas vrai Tout ce qui est un peu excessif est insignifiant. Je pense que caricaturer la justice comme ça, c'est un peu facile. Je pense qu'au contraire, il faut être extrêmement vigilant. La justice est un partenaire. Je pense que l'idée de l'intervenant précédent est juste. Il faut un maillage d'intervention. Et je pense que par rapport aux chauffeurs où c'est quotidien, je pense que si on ne met pas en place quelque chose qui travaille au quotidien et en temps réel, on continuera à avoir des difficultés dans le bus. Problème des mineurs, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez faire face, on a dit, je crois que c'est madame qui a dit, ils ont entre 13 et 17, 18 ans. Alors les mineurs, c'est très simple. On ne va pas envoyer un mineur qui fait un bras d'honneur à un chauffeur à Everberg. Il faut être même sérieux. Par contre, il y a une série de mesures qui sont possibles. Non, je sais bien, mais à certains... Non, mais évidemment, je sais bien que vous demandez, c'est pas ça. Non, on mais ne demande pas ça. Certains du public demandent ça quand même. C'est pour ça qu'il faut être vigilant par rapport à ça. Il faut, c'est changer la justice, effectivement. Oui, enfin, c'est-à-dire, vous entendez faut voir ce que quoi, vous entendez par changer la justice. Changer la justice, j'entends par là mettre des peines, mettre des amendes, voir les parents, surtout les parents, parce que je suppose qu'il y a une majorité de parents qui ne sont pas au courant de la délinquance de leurs enfants. J'en suis persuadé. Possible. Je voudrais savoir si on les interpelle, les parents, quand on arrive à trouver la personne, à l'identifier, ce que je doute. Mais par exemple, ce que vous dites, on ne va pas à un jeune de 10 ans qui commence à commettre des violences dans les bus, lui donner une amende, ce n'est pas sérieux. Mais par contre, écoutez, attendez, parce que de toute façon, c'est pas lui qui va la payer, c'est ses parents. Eh ben, c'est justement. Et ça ne présente qu'un intérêt relatif. Mais par contre, travailler sur ce jeune-là, parce que ce jeune-là deviendra adulte un jour, pour éviter qu'il se retrouve devant le tribunal correctionnel, ça me paraît intéressant. Et notamment, là, les maisons de jeunes, la responsabilité, mais je ne renie pas tout ce que vous avez dit, en ce sens que peut-être aussi que dire aux parents, si vos jeunes de cet âge-là commettent des dégradations, il faudra assumer. Et c'est possible que ce soit utile. Mais ce n'est pas une amende, ça. C'est l'indemnisation que les parents doivent payer pour les enfants. Beaucoup de mails et de SMS vont dans ce sens, enfin posent la question en disant, mais au fond, si on donnait des amendes aux parents, est-ce qu'ils ne feraient pas plus attention aux gaffes de leurs enfants? C'est pas des amendes aux parents qu'il faut... C'est obliger les parents à payer pour leurs jeunes enfants, parce que ces jeunes enfants ne sont pas là où ils devraient être probablement. Ça, c'est tout à fait d'accord. C'est une part du problème. Ça peut être aussi un projet pédagogique. Enfin, je veux dire, on parle beaucoup d'amendes, de punitions, de corrections. C'est très bien, mais ça peut être aussi pédagogique. Je pense qu'il faut essayer d'inclure ces jeunes-là, quel que soit leur âge, et leurs parents dans des projets pédagogiques, des projets de société, des projets de vie. Et il ne faut pas uniquement parler répression. Je pense qu'il y a des choses à faire. Monsieur Guerche, vous avez envie d'intervenir. Oui, parce que vous énervez un peu. Ça ne me plaît pas ce que j'entends. Nous, on n'a jamais demandé à mettre les jeunes en prison. On n'a pas dit que tous les jeunes étaient des malfrats. Et je tiens à signaler, on l'a dit ici autour de la table, c'est le fait de quelques-uns qui, quelquefois, peuvent en entraîner un ou deux plus jeunes qu'eux. On n'a jamais dit, je ne pense pas, qu'on a dit que tous les jeunes étaient mauvais. Maintenant, j'aime bien d'entendre des projets pédagogiques, tout ce que vous voulez, mais est-ce qu'on a les moyens pour le faire? Je peux vous dire qu'il y a eu des plans alternatifs, qu'on a essayé d'envoyer des gens qui abîmaient les sièges d'autobus. On les a mis chez nous. Ils sont venus. Et ça a été un fiasco le plus complet. Parce que le gars, lui, on l'a mis là avec un ouvrier qui, lui, fait son travail. Et on n'a pas encadré ce jeune-là. Moi, j'aime bien quand on parle de ça. Monsieur Marchandise, excusez-moi, mais quand est-ce qu'on va arrêter l'impunité complète pour certains? Moi, je ne comprends pas. C'est ça que les chauffeurs demandent, qu'il ne se passe plus. Ça, c'est l'impunité. En fait, c'est ça qui provoque votre mouvement de colère. Mais oui, parce qu'on vient de déclarer ici qu'on les connaît. Oui. On est allé la semaine passée au parquet, on nous a dit, oui, on les connaît, mais on ne sait rien faire. Moi, c'est ça qui ne va pas. Donc, en fait, il faut les prendre en flagrant délit, c'est ça? Ce qui ne va pas. C'est ça. Non, c'est inexact. On n'a pas dit on les connaît et on n'intervient pas, on ne sait rien faire. Ce que je vous ai dit, parce que je sais ce qu'on a dit à cette réunion-là, c'est qu'à partir du moment où on souhaitait aller avec un dossier devant le tribunal, il fallait un auteur identifié et des charges contre lui. Voilà ce que je vous ai dit. Si, c'est exactement ce que je vous ai dit. Moi, je ne peux pas... Oui, c'est ce que vous nous avez dit, mais sur le terrain, ça ne se passe pas comme ça. Permettez que je continue. Attendez, ça ne se passe pas comme ça. Comment ça? Qu'est-ce que vous dites, ça ne se passe pas comme ça? On a encore eu, il n'y a pas si longtemps que ça, des gros problèmes où, avec la zone de police de Fleurus, on a eu une bonne collaboration. Je tiens quand même à dire que quand le message passe avec les services de police, je peux vous dire qu'ils nous donnent un coup de main, suivant les moyens dont disposent
les responsables. Oui. Bien entendu, on nous a dit, quand nous sommes allés à la commande de Farciennes, il y avait un système qui avait été mis en place, qui a bien fonctionné, et bien entendu, c'est comme partout. Quand on voit que ça se passe bien, on lève un peu le pied. Et c'est du moment qu'on a eu levé le pied que ça a recommencé, parce que c'était pas un pavé qu'on a fait. Mais vous voudriez quoi? Allez, Moi, ce que je dis, pour reprendre le travail la semaine prochaine, vous voulez quoi? que les chauffeurs, ce qu'ils demandent, c'est qu'ils aient toutes les assurances pour ne plus ramasser des pavés. Parce que le jour où un chauffeur d'autobus va perdre le contrôle de son véhicule et qui va aller écraser un enfant, ou bien une femme avec un enfant sur le trottoir, ça sera encore autre chose. C'est dangereux. Et vous demandez quoi comme assurance, concrètement? Les assurances complètes, c'est que de un, il n'y ait plus d'impunité. Les gens qu'on connaît, justement pour ne pas qu'on fasse amalgame de tous les jeunes, eh bien, on n'a qu'à trouver une solution pour ces gens-là. C'est ça qu'on demande. Monsieur Marchandise, et puis on va passer à Bruxelles. Monsieur Guesch, je peux comprendre que vous soyez énervé, vous avez des raisons de l'être. Mais quand vous dites que l'impunité doit fonctionner, eh bien, je vous dis, à Charleroi, on vient de condamner, pas plus tard qu'il y a quelques jours, quelqu'un qui a commis des violences à la SNCB dans des trains. C'est un dossier, exactement dans nos priorités, un dossier où on a pu démontrer qu'un auteur avait commis quelque chose. Et l'exemple qui était la veille de votre rencontre avec M. Magnin, c'est la même chose. C'est un auteur qu'on a identifié, on a présenté au juge d'instruction et il sera devant le tribunal correctionnel. Oui. Mais ce que vous dites qui est quand même intéressant, c'est de vérifier si les mesures réparatrices fonctionnent bien. Voilà. Et là, vous avez raison de poser la question, parce que si évidemment, un type qui commet des violences dans les bus, qui dégrade Moi, j'ai pris cet exemple-là parce que c'est des fauteuils, et ça ne marche pas. Il faut qu'on se pose des questions de savoir si c'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais le principe de la mesure réparatrice est un principe qui, en matière judiciaire, fonctionne. Je prends l'exemple de Valenciennes, je ne l'invente pas. Le procureur de Valenciennes dit 80% des mesures réparatives fonctionnent. Oui. Ça veut dire un stock important. Oui, alors, bon, avant de passer à Bruxelles, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, dans les semaines qui viennent, qu'il y ait davantage de policiers dans les bus, justement, de ces lignes dangereuses, pour essayer de les prendre en flagrant délit? Je ne sais pas, moi. Ça, si vous permettez, parce que dans la zone de police de Châtelet, vous n'avez pas invité un policier, mais je sais de quoi je parle. Oui. La zone de police de Châtelet a investi, c'est une zone qui est en pleine rénovation, je pense qu'il faut le dire par rapport à ces policiers-là. Ils ont fait des résultats extraordinaires dans de grosses affaires criminelles. Il faut se rappeler que c'est le SER de Châtelet qui a résolu une affaire criminelle sur un jeune qui avait été assassiné en un week-end. L'affaire a été résolue. Et ils ciblent une série de bandes dangereuses en matière de carjacking, de hold-up. Alors, qui veulent faire la même chose en matière d'agression dans les bus, c'est une possibilité. Oui. Mais la police de Châtelet ne pourra pas tout faire. Très bien. Alors, monsieur Staumont, c'est en, je crois, 92, vous étiez conducteur à la STIB. Exact. Et vous avez été agressé. J'ai été agressé donc au terminus dans le local et, par trois jeunes. Oui. Et ce qui m'a valu quelques séquelles physiques. Et je suis resté quelques mois à la maison. Et après, je n'ai plus su exercer mon métier de conducteur de métro. Donc, et puis la STIB vous a licencié. Licencié. Plus, ça, c'est gros, ça. Bon, c'était pas. Le fait que vous n'étiez pas encore à la direction. Non. C'est un peu bizarre, ça, non? Ben, je connais pas licencié. Je connais pas le dossier dans le détail, donc j'aurais du mal à faire un commentaire intelligent. Oui. Mais alors, ce qui est amusant, entre guillemets, c'est donc vous êtes foutu à la porte de la STIB après avoir été agressé. Je suis revenu en 98. Et vous revenez en 98. Je suis revenu donc après 3 ans d'absence. Oui. Et donc, maintenant, on continue à exercer le métier. Donc, oui, vous avez passé un examen maintenant. J'ai passé un examen et je suis... Vous êtes quoi maintenant? Contrôleur trafic, donc au métro bruxellois. Donc vous êtes vraiment sur le terrain? Vraiment sur le terrain, vraiment en contact avec les gens. Et en costume? Oui, oui, en et alors, qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous voyez des bandes? Mais disons que s'ils sont un peu trop, il y a déjà souvent où il vaut mieux, pour éviter les incidents, il vaut mieux se taire, parce qu'on n'a pas les moyens légaux. Vous vous cachez derrière une colonne? On ne va pas se cacher derrière une colonne, mais s'ils font vraiment quelque chose, on téléphone au dispatching, on demande l'intervention de la police fédérale. Si la police fédérale est dans le coin, il n'y a pas de problème, elle interviendra. Mais pour éviter les incidents, il vaut mieux... Les vigiles de la STIB, ils n'ont rien? Les vigiles de la STIB n'ont pas le cadre légal pour intervenir souvent. Ils vont y aller, mais il y a certains cas où ils devront faire marche arrière, ils ne pourront pas y aller. Oui. Ils n'ont pas le cadre légal. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent pas maintenir une personne sur place. Oui, imaginons une station de métro, il y en a quand même quelques-uns à Bruxelles qui sont pas vraiment très sûrs. Quelqu'un est attaqué par des délinquants. Oui. Non-assistance à personne en danger, si vous faites rien. Si on fait rien, c'est non-assistance à personne en danger. Donc et vous on faites est bien quoi obligé. Avec quoi? Avec les mains. Il n'y a pas d'autre choix. Je voudrais dire aussi que les contrôleurs ne sont pas là pour... ce ne sont pas des rambons, monsieur. Il faut se mettre aussi à leur place, oui, comme chez nous. Oui. Quand ils sont à deux... beaucoup le choix.
On ne va pas laisser une personne se faire agresser. Alors, je vous posais la question, M. Stomont, très sincèrement, et puis il y aura la réaction de M. Floge. Est-ce que vous trouvez, on va d'ailleurs jeter un petit coup d'œil sur notre consultation téléphonique pour voir les résultats, est-ce que vous trouvez que la situation est sûre dans les métros bruxellois ou pas? 37% des téléspectateurs qui nous appellent trouvent que c'est sûr, 63% non. Mais c'est une question générale, évidemment. Elle tend à l'être, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, surtout pour un but de justice et présence policière. C'est-à-dire? Une plus grande présence policière, une plus grande entente avec les zones de police de Bruxelles et la police souterraine, qui elle a des problèmes de mobilité. C'est les polices des zones de Bruxelles qui doivent intervenir lorsque l'autre ne sait pas se déplacer. Est-ce qu'il y a des stations vraiment dangereuses à certains moments de la journée ou de la soirée? Il y en a qui le sont plus que d'autres, forcément, oui. Quand vous y allez, votre cœur bat un peu plus vite? Oui. Honnêtement, on fait attention où on met les pieds. Monsieur Floge, une réaction? Est-ce que finalement les gens de la STIP qui patrouillent, est-ce qu'ils ne sont pas finalement sans beaucoup d'armes, entre guillemets, pour se défendre? Je crois qu'il faut faire une distinction entre les réseaux de surface comme le TEC ou le métro et Bruxelles. Nous avons à Bruxelles des problèmes de ce type depuis plusieurs années et donc ça fait des années qu'on a développé un dispositif spécifique d'intervention et qui a d'ailleurs un problème de définition de son rôle, puisque légalement, elle ne fait pas partie de la police. Non. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire alors? Alors, écoutez, ce qu'ils peuvent faire, c'est que nous avons défini assez clairement avec des jurys spécialisés ce qu'ils pouvaient faire et ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Je considère qu'aujourd'hui, ils sont effectivement un peu les otages d'une situation juridique peu claire. J'ai donc d'ailleurs à plusieurs reprises, et même formellement, interpellé l'ancien ministre de l'Intérieur, puis le nouveau ministre de l'Intérieur. En demandant quoi? En demandant qu'on crée un statut légal pour ce type de personnel tout à fait spécifique. J'ai aussi le plaisir de bien connaître les gens de la RATP. Par exemple, le personnel d'intervention de la RATP a un statut légal spécifique qui décrit clairement ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas faire, ce qui nous manque à Bruxelles. Donc vous êtes demandeur. Est-ce qu'il y a une réponse? C'est le ministre de malheureusement, pour le moment, je pense que M. Doal il déménageait, je crois aussi. Alors je vais essayer de le relancer prochainement. Mais officiellement, vous lui demandez quoi là? Vous demandez quoi? Officiellement, je lui demande de poursuivre la concertation que j'avais débutée avec ses services pour construire ce statut légal, se mettre d'accord sur les formations qui seraient nécessaires pour le personnel adéquat. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Tout ça doit se mettre dans un texte de loi. Une fois que le texte de loi sera là, eh bien, le jour où ils interviendront, ils ne risquent pas eux-mêmes d'être mis en cause sous prétexte qu'ils auraient dépassé leur pouvoir. Monsieur Marchandise, vous pensez que c'est nécessaire que ce soit bien précisé? C'est clairement une piste parce que ce que dit le contrôleur là, c'est vrai que si le contrôleur est la cible, comment voulez-vous qu'il travaille alors que le contrôleur doit chercher une cible? Je pense qu'il faut inverser la tendance de manière telle que le contrôleur soit la personne respectée. Et j'entends bien, je trouve que c'est un projet intéressant. Aujourd'hui, Monsieur Floge, votre métro, il est plus ou moins sûr. Vous prenez le métro parfois le soir, vous? Oui, moi ça m'arrive de prendre le métro le soir, assez régulièrement. Toutes les stations? Je pense pas que ça aille plus mal aujourd'hui. Je peux dire que dans la fin des années 90, on a eu quelques gros soucis. Je crois qu'on a mis en place un certain nombre de choses qui permettent aujourd'hui de dire, et je regarde les chiffres 2003 par rapport à 2002 par exemple, eh bien c'est une diminution de 50% à la fois des agressions et des incivilités. Donc je crois qu'il y a là, par une politique de présence, j'ai quand même 180 personnes dédicacé à la présence sur le réseau, hors les contrôleurs, hors tout le personnel de la STIP. Donc je crois qu'en étant présent, on peut commencer à exercer un certain contrôle social. Justement, votre avis à vous? C'est vrai qu'il y a plus de personnes présentes, mais je ne sais pas si c'est ça, si ça va avancer à grand chose tant que les auteurs des faits ne seront pas un peu plus... Plus quoi? Sanctionnés. Donc vous aussi, vous parlez, entre guillemets, d'impunité. Oui, là tantôt, monsieur le procureur de Roi disait qu'il n'était pas d'accord pour mettre des amendes aux gens, mais tant que les parents ne seront pas responsabilisés, il n'y a pas grand-chose qui changera vis-à-vis de leur enfant. Ils les laisseront toujours aller. Et vous, c'est aussi surtout des jeunes mineurs ou pas? Oui, c'est de plus en plus jeune. En plus, avant, ça commençait à 14-15 ans. Maintenant, il y a déjà des petits... Pour moi, c'est des enfants de 10 ans qui commencent déjà à jouer au caïd. Alors, il nous reste 3 minutes. Je suis persuadé qu'il y a pas mal de gens qui habitent la région qui se demandent s'ils vont avoir leur bus la semaine prochaine. Alors, je me tourne peut-être vers le syndicaliste. Est-ce que vous allez reprendre le travail la semaine prochaine et à quelles conditions? Et puis je demanderai au président une réaction. Le personnel qui travaille sur ces lignes-là sera contacté personnellement et individuellement. Et on dépouillera les urnes mercredi 14h. Oui, mais
Oui, c'est à quelles conditions? Enfin, on en fait des assemblées, j'ai expliqué un peu, les gars ne sont pas rassurés. Donc c'est vrai que quand on parle de pouvoir policier, tout ça en 98, on a déjà demandé. Il y a des choses qui ont été faites, mais en ce qui concerne au niveau du parquet, au niveau de la police, si eux n'ont pas les moyens en nombre pour nous aider, ils ne savent pas le faire, on ne sait pas couper un policier en deux. Oui. Donc voilà, le plus gros problème que nous avons, c'est cette impunité qui mine vraiment tout. Et c'est ça dont les gens ne veulent plus. Oui. Surtout qu'on les connaît, c'est ça qu'on ne comprend pas. Monsieur Monceux. Moi j'espère de leur part une décision qui est quand même courageuse, il faut bien le reconnaître, mais je pense que nous ne pouvons pas laisser la rue à ces quelques délinquants et qu'au contraire nous devons veiller à assurer un service public de qualité et de veiller à créer le lien social. Alors, Monsieur Dargent, Monsieur Minsard, est-ce que vous ne pouvez pas justement, dans les jours qui viennent, avoir une présence policière peut-être plus importante pour redonner le moral aux chauffeurs? C'est déjà en place, hein. Donc les équipes de sécurisation donc ça peut peut-être vous convaincre. Donc c'est déjà mis en route. Donc je pense que... Donc, ça se produit déjà depuis plusieurs jours, depuis le jour de la réunion, et il y avait déjà eu des choses avant. Oui. Mais je voudrais signaler également que ce quartier de Ternier est un quartier où il n'y a aucun magasin. Dans ce quartier, on a supprimé l'arrêt SNCB depuis quelques années. Donc ces gens-là n'ont celui qui n'a pas de voiture, il n'a aucun moyen de se déplacer. Monsieur Dargent, j'aimerais bien de vous répondre à ce sujet-là. C'est vrai que nous sommes conscients que... Mais moi aussi, je suis conscient de votre problème. Nous sommes conscients qu'on pénalise les gens qui prennent le bus. Malheureusement, c'est soit les gens qu'on doit pénaliser ou alors les chauffeurs. Écoutez, nous, le personnel, on veut aussi que les chauffeurs soient en sécurité. Et c'est un peu dommage qu'on arrive à des situations comme ça, quoi. Mais une question... Mais dites tout ce qu'il faut faire. Moi, je veux bien, mon collègue, il sera d'accord avec moi, je veux bien, pendant un mois ou deux, essayer de mettre des policiers en permanence. On l'a fait, M. Dargent, on l'a fait, ça a recommencé. Très bien, pour terminer, une question directement à M. Flauge. Je suis la femme d'un chauffeur de Bruxelles. Je ne veux plus que mon mari fasse des nuits, car même à Bruxelles, il y a des dangers. Quand M. Flauge va-t-il faire en sorte qu'il n'y ait plus de sécurité pour nos maris ou nos fils? Je pense que le déploiement, c'est une question vaste, évidemment. Oui. Je souhaiterais que ce soit, comme on l'a dit, un travail d'équipe. C'est un travail de la police. C'est un travail de la STIB, c'est un travail du public aussi qui prenne de temps en temps ses responsabilités. Donc, on va continuer le service de nuit, mais on va essayer de renforcer la collaboration entre tous les acteurs. Très bien. Madame, messieurs, merci d'avoir participé à ce débat. Moi, je vous retrouve dans le journal et après le journal avec mon invité, Salvatore Adamo. À tout de suite.